Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'Atelier du Pont. Bonjour Anne-Cécile Comard. Bonjour. Bonjour Philippe Croisier. Bonjour Anne-Charlotte. Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte fondateur et à la tête de l'Atelier du Pont créé en 1997. Au départ, vous étiez 3, aujourd'hui environ 40, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Votre agence d'architecture revendique les différentes échelles. D'ailleurs, vous concevez des projets d'architecture comme d'architecture intérieure. Vous n'avez pas de réponse prédéfinie et pour vous, chaque projet est l'occasion d'explorer de nouvelles voies. De prime abord, vous œuvrez dans les domaines du logement et du bureau, mais vous n'y restez pas cantonné. Vous vous démarquez avec, par exemple, un projet de halle de marché à Cannes ou l'académie de cirque Fratellini. Vous êtes très fortement engagé dans la filière bois, mais travaillez aussi avec la terre crue. Vous venez de gagner le groupe scolaire au Plessis-Pâté. Enfin, vous êtes la 3e agence du plan 01 que je reçois. Je crois qu'après vous, il ne m'en manquera plus qu'une. Donc on va commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs ? Quelle a été votre jeunesse où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Anne-Cécile, vous commencez ? Bon, je commence alors. Je suis parisienne depuis toujours. Ma jeunesse était celle d'une parisienne Qui se respecte ? Qui se respecte, voilà. L'envie d'architecture est venue assez tôt. J'avais un père mathématicien, mais j'étais nulle en maths. J'avais un tout petit faible pour la géométrie, mais vraiment léger. Et d'un autre côté, j'avais une mère décoratrice. Donc je pense que sans vraiment y penser, j'ai fait une synthèse des deux de mon héritage culturel. Et votre maman était très réputée, Agnès Comard. Oui, une grande dame. Ouais. Oui, alors moi mon parcours, j'ai grandi dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, dans une maison, avec un père qui était ingénieur dans les télécommunications et une mère qui était artiste peintre. Donc j'ai pleinement profité de cette nature merveilleuse qu'est la Côte d'Azur, de cette région, profiter de la mer, de la montagne, de tout ce qui va avec. Et quand j'étais gamin, j'aimais aussi beaucoup bricoler, j'aimais beaucoup faire de la mécanique, travailler le bois. Et donc j'ai eu un parcours scolaire classique qui s'est orienté assez naturellement vers des disciplines plutôt scientifiques et un chemin un peu tracé vers les écoles d'ingénieurs. Mais j'ai un peu refusé ça, donc je sentais pas trop, je voyais pas trop je me projetais pas quelques années après dans une spécialité. Donc je me suis orienté vers l'architecture, qui était une sorte, comme pour Anne-Cécile peut-être, une synthèse entre ce que faisaient mes deux parents. Et c'était aussi le moyen, oui, voilà, de concilier ce que j'avais comme rigueur scientifique et ce besoin de fabriquer des choses. La créativité et technicité, je pense, une espèce de mélange qui est... Ouais, la rigueur et le rêve. Voilà. Ouais, et puis c'est vrai aussi que moi j'ai pas mal voyagé enfant avec mes parents, aussi avec mes copains quand j'étais vers 17-18 ans et que ça a aussi certainement un peu joué. J'ai eu la chance d'habiter un an aux États-Unis quand j'avais 10 ans et ça avait été un choc quand on vient de... C'est où, aux États-Unis ? À côté de New York. En fait, j'allais à l'école à New York. C'était quand même quelque chose d'assez fort, ouais. Qui a dû revenir à un moment. Et du coup, vous rentrez à l'école d'architecture, l'un et l'autre ? Oui, moi à Paris, Philippe à Strasbourg. Moi, pas tout de suite, parce qu'en fait, j'ai quand même fait une prépa. Parce que j'ai eu du mal à faire passer l'idée que je voulais être architecte. Ouais. Donc j'ai fait un an de prépa et puis je suis allé à Strasbourg parce que je ne voulais pas perdre de temps. Puis il y avait une école qui prenait les élèves au bout d'un an de prépa avec un cursus
de 4 ans au lieu de 5 ans, ce qui s'appelait l'ENSAI, ce qui maintenant s'appelle l'INSA de Strasbourg. Oui, donc pour nos auditeurs, c'est une école qui a à la fois un cursus ingénieur et un cursus architecte. Voilà, pendant des années, c'était des cursus complètement séparés. Depuis 1 an ou 2, le cursus est vraiment groupé. Voilà, donc j'ai fait la Côte d'Azur à l'Alsace. Là aussi, c'était quelque chose d'assez particulier. Anne-Cécile, donc... Bien, moi, j'étais à l'école d'archi à Paris, à Tolbiac, qui est devenue Marne-la-Vallée. J'ai pas adoré. C'était trop contraint? C'était en fait très vague pour moi. Je comprenais pas trop ce qu'on faisait exactement. Puis je suis pas très scolaire, donc c'était pas trop mon truc, moi, le truc académique. Mais je suis plutôt accrocheuse, donc voilà. Je préfère le concret en fait que le. Donc je me suis plus épanouie, je dirais, dans mon métier que pendant mes études. Mais je les ai faites. Je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, après mon bac, j'aurais pas été prise en école d'archi. Je pense que les critères aujourd'hui sont vraiment sur les notes et que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Certaines matières m'intéressaient beaucoup, comme le projet, mais il y avait beaucoup de matières que je trouvais pas très intéressantes quand même. Et laquelle, la pire? La pire, c'était informatique. On faisait du code. Maintenant, vous déléguez le code, j'imagine. Oui, ça c'est ma chance. Et donc, vous sortez diplômée, vous, Philippe, à Strasbourg et vous, Anne-Cécile, à Paris. Et vous commencez à travailler dans d'autres agences. Comment votre rencontre s'est... J'ai commencé à travailler chez Yves Lion pendant 1 an. Et ensuite, je suis arrivée à l'agence du Sapin Leclerc, qui aujourd'hui sont séparés. Et en fait, c'est là où on s'est rencontrés avec Philippe. On a bossé 3-4 ans là-bas ensemble. Avec François Leclerc? Avec François Leclerc. Et il y avait Fabrice du Sapin à l'époque. Oui. Et puis au bout de 3-4 ans, peut-être 4-5 ans même, on a commencé à se dire qu'on allait essayer de monter notre agence. Voilà, en commençant par faire le concours Europan. Ah, et vous l'avez... On a été mentionné à Belfort. D'accord. Et donc, vous aviez un 3e associé aussi? Oui, Stéphane Pertusier, qui était un ami d'enfance avec qui j'avais fait commencer une prépa dans le sud. On était montés ensemble à Strasbourg. D'accord. Et puis à la fin des études, au début des années 90, on est tous les deux venus à Paris, chacun dans des agences différentes. Et puis on avait tous les deux, et Anne-Cécile aussi, que j'ai rencontrée donc chez du Sapin Leclerc, l'envie de monter une agence. Et il y a une synthèse qui s'est faite comme ça. On s'est dit, on tente l'aventure à 3. Sur ce fameux Europan 3, en fait, comme on a été mentionné, ça nous a emballé. On s'est dit, ça y est, on va pouvoir y aller. En fait, ça ne faisait que commencer, mais ça nous a donné l'envie de le faire. Voilà. Enfin, vous aviez de toute façon des personnalités fortes, j'imagine, avec un fort désir de s'exprimer. Ça, c'est une force, mais c'est aussi, en fait, il faut apprendre à se connaître quand on est associé, pour se faire confiance, pour savoir concilier, pour savoir... Donc tout ça, ça s'apprend quand même. Ouais. Donc on ne sait pas au départ. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Je dirais oui, et au-delà même. Oui, parce que je trouve qu'on a réussi à faire une équipe formidable, avec c'est comme une espèce d'aventure humaine qui est tous les jours assez riche et qui donne envie d'aller au boulot tous les jours. Et puis aujourd'hui, on s'est pas mal acharné, mais on fait des projets hyper intéressants, très variés, sur plusieurs manières de construire. Et l'autre chose, c'est que, en fait, il y a même des rêves qu'on n'avait pas imaginés, en tout cas moi, et qui sont arrivés. La vie, quelquefois, pas mal d'imagination, elle nous a apporté des choses qu'on n'aurait pas imaginées, comme par exemple cette manière aujourd'hui de faire de l'archi et de l'archi intérieur, c'est-à-dire d'une espèce de global design qu'on n'avait pas du tout au départ et qui est arrivé un peu par hasard. Et je pense que c'est un de nos plus grands plaisirs aujourd'hui. C'est de faire de l'archi jusqu'au bout et jusqu'aux meubles et jusqu'aux moindres détails. Ça, je pense que c'est en plus, c'est une espèce de plus. Aussi sur probablement
la manière dont il a fallu se repenser et repenser notre façon de faire avec le réchauffement climatique qui nous pousse en fait à nous remettre en question et à changer nos manières de construire, travailler sur d'autres matériaux. C'est une occasion qui a été à saisir, qu'on n'aurait pas imaginé il y a 25 ans. Ouais, c'est vrai que vous êtes très impliqué. Et vous, Philippe, alors cette question résonne comment pour vous? De la même manière, oui, j'ai le sentiment d'être... c'est la question, le sentiment d'avoir accompli ce qu'on imaginait à la sortie des études. Oui, mais ça a été très long. Et en fait, on a ce sentiment finalement depuis... Mais en même temps, le temps passe très vite, non? Voilà, le temps passe très vite. On a ce sentiment depuis peu de temps finalement. Ouais. Ça va avec la variété des projets auxquels on a affaire aujourd'hui. C'est vrai aussi que l'approche environnementale a replacé quand même le métier d'architecte au cœur de l'acte de construire, ce qui pour nous convient bien. Et puis on espère surtout que qu'on n'est pas arrivé au bout, quoi. Que c'est le début d'autres choses. Voilà, on reste très curieux de ce qui va nous arriver par la suite. En fait, je pense qu'on a toujours été très, très acharnés à ne pas faire toujours la même chose, parce que tout le monde vous pousse un peu à faire ce que vous savez déjà faire. Et c'est vraiment un truc, communément, on s'est acharné à ne pas... On a commencé par faire des salles de bain et on a continué à en faire depuis 25 ans. Ne rien refuser, voir toutes les opportunités qui peuvent nous apporter d'autres choses. Et je pense que c'est un peu les fruits de ça qui nous arrive aujourd'hui. Voilà. Alors, on a parlé de vous. Vous pouvez nous raconter maintenant l'histoire de vos projets emblématiques, récents, en cours de finition? Oui, alors on vient de livrer en fait le siège de RATP Habitat. C'est un projet qui nous tient à cœur parce que il y a cette notion de design global qu'évoquait Anne-Cécile précédemment. C'est un projet qui se situe dans le 20e arrondissement de Paris, en cœur d'îlot. C'est un bâtiment paysage qui bouscule un peu les codes du tertiaire puisqu'on propose des plateaux flexibles très larges, jusqu'à 40 mètres de profondeur, avec tout un jeu de puits de lumière, de patios qui éclairent le centre et des terrasses en gradin qui permettent de faire des espaces extérieurs et un continuum végétal jusqu'au toit. C'est un projet qu'on a gagné en 2017. Un concours où RATP Habitat nous a demandé un peu de changer leur manière de travailler. C'était une belle aventure parce qu'on y est allé franchement. On s'est dit, après tout, s'ils expriment le besoin d'être étonnés par ce qu'on peut proposer, allons-y. Et je dirais qu'ils ont joué le jeu et qu'on arrive aujourd'hui, on a les collaborateurs qui sont en train de s'installer avec les cartons et non, mais on a un très bon retour des utilisateurs qui viennent d'emménager. En fait, c'est des espaces de travail qui ne sont pas tout à fait communs. On a travaillé sur les espaces intérieurs, de différentes manières de travailler. Et jusque-là, ils n'ont que des bons échos. Et il y a une bonne appropriation. Ouais. Il y a une bonne appropriation des lieux. Et cette appropriation, elle est due au fait qu'on a fait le bâtiment, mais on a eu aussi une mission d'aménagement intérieur. Alors pas qui se limite au mobilier ou à l'agencement, mais une mission où en fait on a fait de l'accompagnement au changement auprès des équipes, c'est-à-dire que pendant toute l'élaboration du projet, on a fait des ateliers avec les différents services de RATP Habitat qui ont permis à la fois de comprendre comment ils fonctionnent, de leur trouver la meilleure disposition possible et aussi de faire accepter ce projet au fur et à mesure de son élaboration. Donc c'est passé par des ateliers de travail. Ensuite, on a fait tout un travail sur la répartition des différents services, l'organisation de chacun en interne et c'est allé jusqu'au choix du mobilier où là, on a fait un mélange de réemploi de ce qu'ils avaient déjà sur place quand c'était intéressant et de mobilier neuf. Et donc, c'est un bâtiment qui est en structure mixte, bois et béton, parce qu'il y a des surcharges importantes avec les jardins suspendus, et une ambiance qui est très chaleureuse, qu'on voulait très domestique, c'est-à-dire bousculer un petit peu les codes des espaces de travail. En fait, c'est ce qui est intéressant dans ce type de projet, c'est de faire des bureaux, de pouvoir penser les espaces de travail pour des utilisateurs et pas en blanc. Donc, c'est ce qu'on a fait là pour RATP Habitat, c'est ce qu'on avait fait aussi pour Woody, le bâtiment de Santé publique France. Pareil, on avait cette mission intérieure. On a aussi ce projet aujourd'hui à la Villette,
où on fait le centre d'exploitation du parc de la Villette. Et pareil, on a la chance de pouvoir travailler avec les utilisateurs, donc faire vraiment quelque chose qui soit en même temps modulable et dans le temps, et en même temps qui soit vraiment adapté à leurs besoins et à leur façon de travailler. C'est intéressant d'avoir ce dialogue, en fait, pour pouvoir changer les habitudes de travail. En fait, ce qu'on essaie, c'est de ne pas opposer open space à bureau cloisonné, mais de proposer des lieux un petit peu hybrides qui sont un peu entre les deux. On n'est pas du tout dans le flex office, on fait toujours des espaces où chacun a sa place attitrée, mais disons que c'est créer des espaces où on peut se déplacer dans le bâtiment et utiliser différents espaces en fonction des missions qu'on a à accomplir, de l'heure de la journée, puisque sur tous nos bâtiments, on essaye d'avoir des espaces extérieurs où on puisse travailler quand il fait beau. Voilà, que le bâtiment, qu'on vive le bâtiment au cours de la journée. Oui, beaucoup d'espaces communs, beaucoup d'espaces d'échanges informels, beaucoup d'usages différents. En fait, on parle beaucoup d'une nouvelle manière de travailler en ce moment avec le télétravail. Et nous, on pense que quand on est sur place, justement, on a beaucoup besoin d'échanges. Et que, en fait, l'espace et le lieu jouent beaucoup dans cette affaire. Si on s'y sent bien, si on a des bons petits coins cafettes, si on a des bons endroits où on se sent bien, en fait, ça change énormément les choses, en fait. Oui, et on vient avec son ordinateur portable, du coup... Oui, voilà, on se branche pas forcément sur une prise, on peut se déplacer partout. Ouais. Et c'est vrai qu'avec la pandémie, on se dit que plutôt que de dire on va réduire les espaces de travail et travailler à la maison, il faut plutôt maximiser... agrandir les surfaces des espaces de travail pour démultiplier les possibles, en fait. Et puis, ce qui est intéressant là, dans ces exemples, c'est que ce sont des institutions qui, quelque part, intègrent ces nouvelles manières de travailler. Alors que les institutions, on sait qu'on a plus de mal à évoluer quand on est... Tout à fait. Elles sont toujours un petit peu en arrière sur le... puisque aussi moins besoin de, je dirais, rentabilité d'espace, etc. Mais c'est aussi... peut-être justement là où le dialogue est plus facile, de changer cette façon de travailler qui n'est pas pour le moins bien, mais pour différent. Et c'est pas parce qu'on n'a pas un bureau individuel qu'on ne travaillera pas mieux et qu'on fera pas plus. Au contraire, on fera plus d'échanges avec les autres. Tout ça. Donc c'est en compensation, il faut avoir d'autres espaces où on peut être tout seul, où on peut avoir un peu d'intimité. Alors là, autre espace de travail, mais très différent, l'Académie de cirque. Fratellini, ça doit être incroyable. Comment vous avez réussi à décrocher cette commande? Alors ça, oui, on a eu beaucoup de chance. Quand on a fait la candidature, on se dit, on ne sait pas trop pourquoi on l'a fait, parce que c'est un bâtiment tellement emblématique de Bouchain et Julienne. On s'est dit, c'est pour eux, il n'y a pas de... Et puis non, en fait, on a été sélectionnés parmi 3 agences pour faire le concours. En fait, eux étaient dans le jury. Et en fait, c'est un sujet qui nous a passionnés. Parce que, d'abord, c'est un bâtiment très précurseur en son temps sur le réemploi, sur le bois, sur une manière de construire différemment. Donc, ça nous intéresse énormément de travailler là-dessus avec justement les meilleures possibilités pour ça, en fait, c'est un bâtiment qui a 20 ans, qui était conçu pour être éphémère. Et donc, il est un peu victime de son succès, entre guillemets. C'est que maintenant, il doit être pérennisé. Mais pour être pérennisé, on rentre dans des réglementations. Et donc, nous, on a cette espèce de difficile tâche de le pérenniser et de l'étendre, puisqu'il a besoin de beaucoup plus de surface. Donc, on va déconstruire une partie, réutiliser, faire du réemploi avec Bellastock pour reconstruire l'école, en tout cas l'école du cirque. Et puis c'est un univers qui est magique, quand on visite, qu'on voit les étudiants s'entraîner, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et c'est une des qualités du métier d'architecte, c'est à chaque fois être plongé dans des aventures différentes, découvrir de nouveaux univers, de nouvelles personnes. Là, pour le coup, c'est vraiment singulier. Ouais. Comprendre comment ça marche, comment ils travaillent, les accroches. Donc, vous pouvez discuter avec eux et vous adapter. Vous estimez que vous adaptez votre projet à leur pratique, vraiment? Oui. Oui, vraiment. Oui. Ça, vous pouvez citer un exemple ou...
Alors, sur la structure notamment, puisqu'ils ont besoin d'accroches qui ne soient pas juste verticales ou horizontales, mais ça peut être de biais. Donc, sur la structure, tous les renforts de structure sont prévus ça, et la structure est calculée en fonction de ça. Évidemment, sur les espaces, la hauteur des espaces nécessaires. En fait, l'idée, c'est qu'on peut faire des espaces qui donnent le plus de possible, même ceux qu'on n'imagine pas. Ouais. Donc, il y a un volume capable et leur laisser le maximum de liberté, en fait. Oui, et puis c'est un bâtiment qui a une vingtaine d'années déjà, La halle, qui était assez expérimental à l'époque, et donc qui a vécu, et puis l'école s'y est développée, et donc il y a pas mal de choses qui sont réglées avec la vie de l'école, comment elle a évolué, et quels sont ses besoins. Donc c'est là, il y a vraiment un besoin d'adaptation du bâtiment. Et il y a un besoin Au aussi... niveau des usages, par exemple Oui, il y a bien un besoin des normes de souplesse, parce qu'il Ouais. y a, en fait, il y a le CFA, c'est-à-dire l'école, qui est une école nationale supérieure. Et puis, il y a beaucoup d'événementiels, d'écoles du cirque amateur, il y a beaucoup d'événements de cirque, d'apéro-cirque, de festivals, où ils invitent des compagnies. Et donc, en fait, il faut que tout ça soit utilisable de différentes manières et modulable très facilement. Et donc, c'est un des enjeux forts du projet, mais c'est ce qui est intéressant. Ouais. Il va être livré quand, ce projet ? Pour les JO, donc Ouais. 2023. Oui, et là, vous en êtes à... En fait, l'idée, c'est de pouvoir qu'ils puissent louer les espaces pour les événementiels et tout ça pour les JO. Pour les JO, d'accord. Du coup, vous allez faire de l'architecture intérieure ? Oui. Il va y avoir beaucoup de rouge. Oui, Oui, il y a du rouge. Il y a du rouge, il y a évidemment. il y a beaucoup de récupération. Il y a du De bois. l'or. Ouais. Non, pas d'or. Pour Pas l'instant, d'or. on n'a pas d'or. Non, mais ce qui était assez sympa, c'est que quand on a fait le concours, on a fait tout un diag de ce qui existait sur place, Ouais. et on fait des images de rendu du projet pour le concours, et on a pioché dans toute cette bibliothèque d'images qu'on avait, et on a réintégré jusqu'au mobilier qu'ils avaient déjà dans les images. Donc c'était assez intéressant comme exercice, parce qu'on recréait comme ça un univers qui leur était proche, puisque c'était leurs objets qu'on mettait en scène dans les nouvelles configurations du bâtiment. Est-ce que les nouvelles technologies, le numérique, rentrent dans la scénographie un peu du projet ou pas du tout ? Non, nous, on ne va pas jusque-là. En fait, dans le programme, on crée un nouveau studio de création, Ouais. qui est en fait une nouvelle salle de spectacle. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des salles rondes. Donc, alors que beaucoup, même de spectacles de cirque, se passent aujourd'hui dans des salles plus standards et donc frontales. Donc là, on est en train de faire une salle qui puisse être soit centrale, soit frontale. Donc, une salle qui n'existe pas vraiment encore aujourd'hui en termes de spectacle. Donc, c'est plutôt là-dessus qu'on travaille, en fait, sur les différentes formes d'assemblage et de configuration de cette Ouais, salle. c'est intéressant. De quel autre projet aimeriez-vous parler ? On peut parler de notre future agence, puisqu'on est en train de construire Oui. un bâtiment d'environ 1000 m², où on va occuper à peu près la moitié dans le 11e arrondissement. Oui, donc vous ne quittez pas votre quartier. On n'est pas très loin, là on est dans le 12, on est dans le 11. Ah oui. Ouais. Ouais. Et donc on a eu la chance de pouvoir acheter un terrain vierge, ce qui n'est pas facile à Paris, pas très grand, je crois qu'il fait 440 m². Et on construit un bâtiment de 3 étages, tout en bois, qui va être un peu la vitrine de ce qu'on fait actuellement, et qui va être un lieu où on aimerait, comme on a un passé de collectif d'architectes, puisqu'on a fait partie du Plan 01. de collectif Plan 01, on aimerait pour ce nouveau lieu qu'on investit pour l'instant seul, créer une sorte d'espace de coworking autour des métiers de la création, où on puisse continuer à échanger et rester ouvert à d'autres disciplines et d'autres personnes. Donc toujours le collectif, mais peut-être plus dans des professions connexes, c'est ça ? C'est ça, profession connexe. Et puis, pour s'apporter des choses qui est une espèce d'émulation de et d'échange. Et de complémentarité. Voilà, exactement. D'enrichissement mutuel. C'est un projet qui est en bois, un peu à l'image des ateliers parisiens, tout en bois et verre. Oui. Et voilà, on a hâte. Vous le livrez quand ? Ouais, c'est compliqué. C'est pas facile d'être architecte et maître d'ouvrage. Non, mais on devrait début d'année prochaine. Bon, mais c'est vous qui êtes architecte pour le coup. C'est nous qui Bah sommes oui, oui. architectes. On C'est apprend à plutôt être c'est plutôt le client, maître c'est d'ouvrage. plutôt ça qui est difficile. Bon, de faire ses choix tout seul. d'accord. Et vous vous rappelez de votre premier projet quand vous avez monté votre agence ? Eh bien oui. C'était lequel pour toi ?
Des apparts ou vraiment projet? En fait, je me souviens de notre première façade. Ouais. Puisqu'en fait, à l'époque où on a commencé, les jeunes architectes, c'était pas du tout bien vu. Hein. C'était un peu qu'on ne savait rien faire. Donc on s'est un peu acharné. On a commencé par faire des salles de bain vraiment petit à petit, poco à poco, comme on dit. Une salle de bain, ensuite un appartement. Et on se disait quand même, on est architecte, quand est-ce qu'on va faire Et le premier truc quand même qu'on a fait, c'est un jour, on a refait une réhabilitation d'un espèce de loft et on a refait la façade. Et là, on s'est dit, oh, ça y est, on a fait une façade. Et c'était il y a 20 et quelques années et elle était déjà toute en bois. Et voilà, et en fait, on s'est dit, c'était pas mal pour une première façade. Mhm. Et toi, c'est quoi, toi? Ouais. Ouais, non, moi je repensais aussi, à cette période-là, on tirait un peu tout azimut pour essayer d'exister. On a répondu à pas mal de projets pour l'assistance publique aussi, qui lançait des petits appels d'offres en marché négocié. Et là, je dirais qu'on a poussé les wagons au fond de la mine pendant un bon moment. Et on avait fait une petite balnéothérapie. Voilà, je pensais que tu parlais de ça, Ah, d'accord, avec non. une façade tout en réglite. Enfin, c'était des projets, c'était des micro-architectures. Voilà. Oui, mais On mettait tout notre cœur. Voilà, on y mettait tout notre cœur. Voilà. du micro plus du micro, ça Voilà. finit par, Voilà. on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors aujourd'hui, vous êtes très investi dans des démarches bas carbone. Comment arrivez-vous à innover tout en revisitant les techniques ancestrales? Alors, moi, je dirais d'abord qu'on a quand même, quand ces thématiques-là sont arrivées en architecture, on a tout de suite compris l'intérêt qu'il y avait d'abord pour la planète, mais aussi pour notre métier, puisqu'on était vraiment à une époque, nous, on a démarré en pleine crise, et je dirais que déjà être jeune architecte, c'était un défaut, le bâtiment, ça allait pas bien, et donc dès qu'on essayait d'aborder des thématiques, dès qu'on essayait de se poser la manière de construire les projets, on arrivait souvent face À du béton. à du béton ou à des refus. Et donc, je dirais que l'approche environnementale des projets a remis notre métier au cœur de l'acte de construire. Et donc, on a réussi, grâce à l'approche environnementale sur les projets, à faire passer des idées qu'on avait du mal en tant qu'architecte, simplement, à faire Convaincre des passer. clients que... Il y avait toujours une suspicion de la part de nos clients sur est-ce que ça a vraiment du sens ou pas de faire un toit de planté. Voilà, Structure en bois. Alors petit à petit, c'est venu. Oui. Ouais. Et donc, en fait, on n'est pas des staccanovistes du bois ou on construit de différentes manières. En bois, en pierre, en pisé, en béton quand il le faut. Et puis, souvent, en fait, la solution est sur du mixte. Voilà, il y a des tas de solutions et c'est ça qui est intéressant, en fait. Et on aime, ouais, et on est vraiment on aime bien construire. On aime bien aller visiter les ateliers des artisans. On aime bien se confronter à la matière. Ouais. Et ça, on l'a toujours fait. Et on a toujours eu aussi, en fait, au départ, c'est difficile d'être visible parce qu'on n'a pas un style particulier. On s'adapte vraiment à là où on est, et comment on le fait avec les techniques locales, s'il y en a, Et donc, on n'a pas un style qui se reconnaît. Par contre, c'est une démarche, en fait, et une façon de faire, de s'intéresser aux matériaux, de s'intéresser aux utilisateurs. Ouais, mais justement, on commence à le reconnaître. Mais voilà, Donc, on n'a pas une écriture Non, ce que je veux dire, c'est que définie. c'est une démarche qui met du temps à être reconnue parce qu'au départ, elle est moins identifiable. Ouais, mais je pense que ça devient, en tout cas pour votre génération d'architectes, quelque chose de plus naturel, finalement. De produire une alchimie entre le client, le site, vos intuitions, et votre savoir-faire, parce que ça compte aussi. Et je pense que vous êtes vraiment la première génération qui fonctionnait dans cette espèce d'alchimie sans poser un objet de manière péremptoire sur un site. Mhm. Ouais. Ça existe, de moins en moins, ça. Non? Oui, ça dépend. Ça dépend. Après, sur la manière d'utiliser des matériaux, des techniques ancestrales aujourd'hui, en fait, c'est vrai que quand on fait des bâtiments en bois, on ne fait pas des charpentes avec des tenons mortaises, des choses d'antan. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que la construction en bois, elle est quand même assez industrialisée avec des assemblages. Mais disons qu'il y a toujours cet esprit
de penser le projet en amont et de venir l'assembler sur place. Et donc, toute une réflexion, une conceptualisation des espaces en fonction du matériau et de la technique qu'on va employer. Ça est très, très, très intéressante. Je dirais qu'il y a vraiment un vrai plaisir à retrouver ces manières de construire, parce que quand on a commencé, c'était quand même Très très béton, Très le du béton très fort, que notamment dans les métiers du bois, on retrouve des entreprises qui sont des vraies entreprises de charpente, qui ont un vrai métier. Donc il y a ce plaisir d'échanger sur ces manières de construire. Et je dirais que oui, c'est ça, c'est un peu comme moi qui suis parisienne, quand j'ai vu pour la première fois pousser une tomate, j'ai l'impression que c'était magique. En fait, ce que nous a donné ces changements de manière de travailler, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est de retrouver des choses qui sont plus authentiques, en fait. Ouais. Et le plaisir de toucher la matière. Ouais, de se confronter à la matière. Et pour le coup, la terre crue, vous l'avez utilisée comment ? La terre crue, on a fait il y a 2 ans un concours à Mayotte pour le lycée Langoni, qui était gagné par Encore Heureux, Oui, effectivement. qui en a parlé dans un précédent podcast. Et où en fait, c'est un concours où il était lancé l'idée de relancer la filière de briques de terre crue. Et donc, dans le cadre de ce concours, on s'est beaucoup intéressé à cette technique. On est allé pas mal aussi au Maroc, où il y a des projets qui ont avorté avec ces systèmes constructifs. Donc, vous ne l'avez pas encore mis en application ? Vous n'avez pas pu encore ? Non. Pas encore. Ça va être le cas. On vient de gagner un petit concours d'école au Plessis-Pâté. Oui. C'est un mixte charpente bois, ossature bois et remplissage en terre crue. D'accord. On a aussi à l'Académie Fratellini des murs en paille avec des enduits en terre crue. On a quand même un peu avancé là-dessus, notre culture, notre savoir-faire, puisqu'on a aussi fait des aménagements intérieurs avec des enduits en terre crue. Enfin, on a fait une boutique pour Avril Cosmétiques, une boutique bio. Et donc, comme ce sont des cosmétiques bio, en fait, on leur a proposé pour chaque boutique un thème sur un matériau naturel pour montrer l'aspect authentique. Et une de ces boutiques était rue Montmartre, est en enduit de terre crue, faite par des artisanes qui nous ont proposé ces différentes techniques. Donc, il y a différentes techniques. Enfin, les 2 autres sont sur le thème du liège et du végétal, de la fibre végétale. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques de terre crue et c'est passionnant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a 1000 manières il y a des briques, il y a le pisé. de construire voilà, et d'aborder le projet. Alors, l'articulation architecture et architecture intérieure, parce que vous êtes vraiment architecte, mais vous articulez l'architecture intérieure. Est-ce que c'est passé par des études aussi, ou est-ce que c'est vos dons qui vous ont... ce sont les commandes qui vous ont amené à cette pratique ? Je pense que oui. En fait, comme je vous disais, on a démarré beaucoup par de la réhabilitation d'appartements. Donc, on a quand même toujours eu cette fibre archi-intérieure. Je dirais qu'on a presque commencé comme ça, parce qu'on n'arrivait pas à faire des bâtiments. Et puis, c'est resté. Et puis après, c'est plutôt les occasions, en fait. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir pour faire sa galerie. Je pense que ça a commencé comme ça. On a fait une galerie d'art qui s'appelle Lovenbruck. Et je pense que ça a à peu près commencé comme ça, où on s'est dit que là, en travaillant les détails, il y avait quelque chose de vraiment intéressant sur la micro-architecture, parce que là, il y avait aussi une vitrine. Et puis, on a enchaîné avec une maison au Cap Ferré. Voilà. En fait, et là, on s'est dit qu'il y avait un potentiel, que c'était intéressant. Et on a décidé de développer un pôle archi-intérieur, qui est plus petit que le pôle d'archi, mais qui, aujourd'hui... donne beaucoup de synergie entre les deux. Au départ, c'était un peu chacun dans son coin, et aujourd'hui, chacun sait ce que ça apporte. Donc, ça apporte beaucoup aux uns et aux autres, notamment sur les matériaux. Ouais. Et les espaces, peut-être, vous travaillez dans cette réflexion commune. Oui, alors on essaie que les architectes d'intérieur et les architectes se rencontrent au cours du projet, bien évidemment. Ouais. Le pôle architecture intérieure, c'est vraiment un pôle à part entière avec une vraie culture. C'est-à-dire que là, on s'est vite aperçu que faire de l'architecture intérieure, les architectes ont souvent la prétention de pouvoir le faire, de savoir tout faire. Et on se rend compte au final qu'il y a une vraie culture à acquérir. Donc nous, ça fait quand même quelques années qu'on a monté ce pôle, je sais pas, entre 5 et 10 ans. Et il a fallu du temps pour que ça se mette en place, pour qu'on ait au sein de l'agence voilà, cette culture qui se diffuse et qui maintenant commence à
apporté beaucoup au projet d'architecture aussi. Puisqu'en fait, quand on aborde un concours, on pense tout de suite aussi à la manière dont ces espaces vont vivre. Et qu'est-ce qu'on peut apporter en plus que simplement Comment ils un vont être bâtiment. meublés. En fait, ça change beaucoup parce que souvent les architectes ne pensent pas à la manière dont ça va être meublé. Et donc, c'est pas toujours facile d'en faire un espace, par exemple, agréable à vivre. Après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a aussi des architectes qui bossent dans ce pôle d'archi intérieur et qu'ils apportent une technicité que souvent n'ont pas, une rigueur que n'ont pas les étudiants Ouais. qui sortent d'archi intérieur. Mm. Et nous, comme on vient vraiment d'archi, on a vraiment cette exigence-là. Ouais. Donc, on a vraiment besoin en fait de mixer les deux disciplines et qui est cet apport matériaux, à mobilier, mais aussi la rigueur des détails et de Et construction. parfois, vous avez des projets où on parle que archi intérieur ou que archi. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Nous, ce qu'on essaye, c'est qu'ils se rencontrent et d'avoir De créer une vraie synergie. Oui, et puis on aime bien en fait faire un design global des projets, Ouais, c'est-à-dire bien sûr. C'est comme tous tellement les architectes. frustrant, hein. Ouais. tellement frustrant de faire un projet d'archi puis que l'intérieur soit tout nu et Ou alors fait par quelqu'un quelqu'un d'autre. Des fois, on se sent totalement dépossédé. Bon, Ou choisi par l'assistante qui a un ami qui fait des tableaux. oui. Est-ce que vous retrouvez, Anne-Cécile, des choses que vous aviez vécues dans une vie antérieure grâce à votre maman? Parce qu'il y a eu des moments forcément Alors, bien sûr, j'ai une culture, j'ai une sensibilité, je pense, depuis que je suis jeune. Par contre, en fait, quand je commençais archi, vraiment, je me sentais très, très loin de ça. C'était la culture coussin, plus. Oui, voilà, c'est plutôt une culture du tissu, du textile, du truc tout mou et tout ça. Donc, finalement, je voyais pas tellement le rapport. Et puis, finalement, le temps faisant, on arrive à connecter les deux. Ouais, vous êtes... Évidemment, pas de la même manière, puisqu'on fait les choses différemment. Mais je pense que oui, il y a une filiation quand même, bien sûr. Ouais. Ouais, moi je pense que cette filiation en fait nous a été vraiment bénéfique pour l'agence, puisque je pense qu'Anne-Cécile avait conscience en fait de ce qu'était vraiment l'architecture intérieure. Pour moi, c'était l'architecture intérieure, j'avais un peu l'attitude de beaucoup d'architectes de penser bon finalement c'est pas très compliqué, on peut le faire. Ouais. Alors qu'il y a vraiment c'est vraiment un univers qu'il faut développer, une culture qui doit se nourrir au cours du temps. Oui, mais on est beaucoup plus à l'échelle du corps. On est plus près de l'usage. C'est Du ça, toucher, toucher. oui, du ressenti. Et c'est beaucoup de détails dont on ne se rend pas compte. Mhm. Mais c'est vrai, oui, je pense que ce que dit Philippe est juste. Et en même temps, justement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir compris en fait ce truc-là. Et ensemble, en fait, on a compris qu'il y avait un sujet intéressant à développer. Mhm. Le Covid vous a un petit peu impacté ou vous avez réussi à résister Eh bien, on a plutôt bien résisté, mais en fait, on a eu assez peur. Ouais. Le 16 mars Ouais. 2020, quand on s'est retrouvés tous les deux dans notre agence avec plus personne, on s'est dit, ça fait 20 ans, et qu'est-ce qui se passe? Et finalement, le soir même, ils étaient tous installés sur leur petite table, sur leur commode, surtout qu'ils nous envoyaient des photos. Et là, ça nous a vraiment rassurés, réchauffé le cœur. Et finalement, en fait, il y a eu un peu une espèce de paralysie, mais en fait, très rapidement, les études ont continué. Oui, il y a eu 2 mois de paralysie, et puis après, ça a continué. C'était difficile pour tout ce qui était concours et chantier, où là, il faut être vraiment sur place, on a besoin de contact. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que pendant cette période, on a gagné un concours pour le bâtiment d'exploitation des équipes du Parc de la Villette et de la Grande Halle de la Villette. Ah oui. Et là aussi, c'est un projet qui regroupe tous les métiers qui font vivre ces lieux-là. Et donc là, c'est un projet où il fallait aussi faire de l'accompagnement au changement auprès des différentes équipes. Et on a fait tout ça en visio. C'est-à-dire qu'on a fait pendant... On les a jamais vus. On les a jamais vus. Pendant 2-3 mois, on a parlé avec toutes les équipes du projet, avec des visios à 15 ou 20 personnes. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ça a créé un peu une distance où chacun s'écoutait. Et puis, à la fin du confinement, on s'est tous retrouvés à l'agence. Et c'était assez sympa de se voir en vrai. Ouais, enfin. Parce qu'on se connaissait finalement assez bien. Et voilà. Donc, il y a quand même des belles aventures pendant cette période. Après, c'est un
Et à la Tout le veille monde. du deuxième confinement, on a gagné une halle de marché à Cannes avec un programme mixte. Donc, finalement, les choses ont continué. Ouais. Ouais, bien. Oui, oui, Bravo. contre toute attente. Et en fait, vous avez des projets quand même assez singuliers, globalement. Vous n'êtes pas vraiment installé dans un type de programme, Mhm. Surtout pas. surtout pas. Surtout pas, on s'est battu pour ça, hein, parce Mhm. on a fait comme tous les architectes beaucoup de logements, parce que c'est la principale commande en France, mais on a cherché toujours à profiter de toutes les occasions possibles, justement pour ne pas s'enfermer dans quelque chose de trop prédéfini. Beaucoup de concours, essentiellement. Ouais. On gagne Ouais. beaucoup sur concours, oui. Ouais, Et puis sinon, en archi intérieur, on a quelques clients privés. privé. Là, c'est Par plus exemple, du bouche à oreille. Ouais. Il faut résister parce que je crois que les concours en loi MOP, il y en a plus tant que ça. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Bon, il y a aussi des concours privés. Hein, Ouais. On en a. Ouais. Voilà. On verra l'année prochaine. Hein, mais... Oui, après, il y a toute une série de concours avec les promoteurs qui lancent des concours avec les villes. Comment vous imaginez le monde d'après? Parce qu'on en parle tout le temps hein, en ce moment. Est-ce que c'est pour vous... Est-ce qu'ils s'y collent? Vas-y. En fait, on ne sait pas trop, quoi. Enfin, on regarde ça en se disant, chasser le naturel, il reviendra très vite au galop. Après, c'est vrai que ce qui est quand même intéressant, c'est que dans le débat, on parle beaucoup de ce qui fait notre métier, c'est-à-dire les espaces à vivre, le logement, le bureau, comment ces espaces-là vont évoluer, qu'est-ce qu'il faut imaginer pour demain. Je pense qu'il en restera toujours quelque chose, le fait de se questionner, peut-être de se poser un peu des questions qui peuvent paraître pour nous, qui sommes dans la partie un peu naïve. Il restera toujours quelque chose et auprès des différents clients auxquels on a affaire, toujours la volonté de changer un peu les choses. Disons que ça va peut-être un petit peu nous faciliter les choses auprès des décideurs et des donneurs d'ordre. Pour aller vers la souplesse. Pour aller un peu vers de l'avant. Ouais. Pour changer un peu les choses, tenter un peu des choses et changer un peu de manière de vivre ou de travailler. Après, il y a un grand débat sur le fait de réduire les surfaces de travail, puisque les gens vont tous travailler chez eux. Moi, honnêtement, je ne crois pas beaucoup. Je crois que les gens ont besoin de se voir. On pense que c'est le contraire, même. Et que voilà, et qu'au contraire, ils ont besoin de la même manière qu'on d'espace de travail qui soit justement pas neutre et pas anonyme. Finalement, ça va être la preuve du contraire. Voilà. Peut-être, voilà. Et on se pose aussi la question de l'espace du logement qui est trop étriqué. Voilà. Donc c'est quand même bien que ces questions-là surgissent enfin. Parce qu'on a vu toutes ces dernières années tous ces espaces se rabougrir au fur et à mesure et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Vous pensez que l'innovation va vraiment aussi avancer avec les histoires de normes quand il faut... C'est lourd, ça. Les normes, c'est vraiment un frein, mais énorme. À l'utilisation de nouveaux matériaux. Aucun maître d'ouvrage ne prend le risque de prendre un matériau s'il n'a pas sa fiche technique et son truc et son machin. C'est assez français, en fait, mais on est quand même un peu englué là-dedans. Et autant, justement, en fait, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'en archi intérieur, on n'a pas ces sujets, donc on peut expérimenter des matériaux de manière plus facile, des matériaux recyclés, des matériaux... Donc, c'est intéressant de les expérimenter, de voir comment ils réagissent, comment on les travaille. C'est plus facile en archi intérieur qu'en archi, ça, c'est sûr. Quand même, on voit les choses qui bougent. Là, il y a quand même pas mal de projets où on a l'impression que... En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les choses, elles bougent quand le politique impose. Voilà. Ce qui se passe à Paris, c'est que globalement, la construction bois, elle a été imposée. Et c'est ce qui fait bouger les choses. Mais on a le sentiment quand même que sur tous les projets à venir, il est en train de s'exercer la même pression sur l'utilisation de la terre ou des bétons de terre. On a le même sujet sur la terre. Donc finalement, la norme, elle s'accommodera de ce qu'impose le politique. C'est ce qu'on... Voilà. J'espère qu'il nous écoute. Ouais. Nous aussi. Il y a de l'innovation, mais il y a aussi un retour à des techniques plus anciennes, dont la pierre.
Oui. En fait, on s'intéresse aussi évidemment du coup à la pierre massive et sur deux sujets diamétralement opposés. C'est d'un côté, on fait un mini hôtel très écolo à Minorque dans les Baléares qui va être autosuffisant avec permaculture et tout ça. Et où en fait on creuse notre propre carrière et on creuse le sous-sol en découpant des blocs de pierre et qui nous servent à monter les murs de la grange qui sera le restaurant et une salle de yoga et des chambres. Et donc, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, ce côté, voilà, on prend la source à nos pieds, Ouais. qui est intéressant, ce sont des très gros blocs, C'est une euh, pierre très poreuse, donc qu'on peut travailler sur place sans problème. comme de la craie un peu. Donc, il y a cette première expérience qui est intéressante, mais un peu atypique, entre guillemets. Et puis là, en fait, on vient de gagner un concours avec Pérodin, à Lyon, pour des logements en promotion et les logements sociaux qui seront en pierre massive, en pierre porteuse massive. Donc, évidemment, son expertise va être hyper précieuse pour nous. Quelle Et surface? on a à peu près 80 logements il y a 4 agences, donc 200, je sais pas, 300 logements à peu près. Ah oui. Et donc tout en Donc pierre il y a massive. 4 agences, en fait, il y a Pérodin, GEMA, Techné et nous. Et vous? Et donc c'est tout récent et on est très content d'avoir cette expérience, notamment avec lui. Ouais. Voilà. Bah, bravo. Quel conseil donneriez-vous à la jeune génération d'architectes aujourd'hui? Alors, étudiants ou débutants, comme vous le souhaitez. Alors moi, je dirais qu'en ce moment, il y a une opposition un peu, on a l'impression qu'il y a un peu une opposition entre des étudiants qui ont envie d'être dans le concret et de se frotter à la réalité du métier et des enseignants qui disent au contraire, non, il faut profiter de la période de l'école pour acquérir un enseignement théorique. Moi, je trouve c'est un peu vain d'opposer les deux. Je trouve que les étudiants doivent vraiment profiter de ces moments, du moment privilégié des études pour se forger une culture la plus large possible, pour se confronter à des problématiques, des projets qui mettront du temps à avoir dans la vraie vie. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et après, il faut qu'ils trouvent le moyen. C'est assez difficile parce que les écoles favorisent pas trop ça, mais qui trouvent le moyen quand même, pendant leurs études, de travailler parce que dans les agences, parce que l'un se nourrit de l'autre. Et je pense que c'est une des clés pour pouvoir après ne pas être confronté au choc de la réalité de notre métier. Ouais, je suis assez d'accord. Je ne vois pas de raison d'opposer, surtout qu'il n'y a pas une manière d'être architecte. Il y a plein d'architectes différents, de manières différentes. Il y en a qui sont plus techniques, il y en a qui sont plus créatifs, il y en a qui préfèrent la matière. Bon. Et donc, je pense qu'il pourrait y avoir des écoles qui sont plus ou moins orientées vers des choses différentes. Et que ce soit un choix. C'est un petit peu le cas. Avec Marne-la-Vallée, par exemple. Il y en a qui sont plus territoires, d'autres non. Oui. Oui. Pas encore. Peut-être à suffisamment. l'étranger, mais en France, je ne sais pas. Pas tant que ça. On entend parler de ce débat un peu partout. Mais surtout, l'école, c'est un moment, c'est l'amorce. Et en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on sort de l'école, eh ben, c'est pas fini. Nous, on prend beaucoup de plaisir on continue à apprendre tous les jours. Quand on est retenu sur un projet dont on ne connaît rien au programme, on trouve ça passionnant et on y va, voilà, comme si on était de jeunes étudiants. Puis malgré tout, l'architecture, c'est construire. Donc c'est vraiment une des parties extrêmement importantes de... Ouais, c'est assez marrant parce qu'il y a une génération quand elle vient témoigner, je pense par exemple à Michel Raymond, où vraiment c'était une habitude d'aller gratter en agence. Et aujourd'hui, on dit que les programmes d'études sont trop chargés pour intégrer le travail en agence, mais c'est peut-être juste simplement alléger leur programme. Oui, ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est souvent des étudiants qui vont louper un module, un semestre, et qui se retrouvent l'année suivante avec un semestre de libre, qui arrivent à avoir des stages de longue durée et donc acquérir cette expérience en agence. Ce serait bien que les écoles intègrent plus ça dans leur cursus. Donc que les étudiants ne deviennent pas trop sérieux et soient le plus agile possible. C'est voilà, ça, en quelque sorte. Un mot de la fin?
Ce qu'on a envie, c'est que l'aventure perdure après nous. On est encore jeunes, hein. On va pas partir. Mais disons qu'on commence à se poser la question de la transmission et de la pérennité. Disons que c'est un des facteurs, je pense, importants dans notre agence qui transparaît, c'est que c'est une vraie équipe. Et donc, il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Comme je disais, c'est une espèce d'aventure et que les gens sont investis. Donc oui, ce serait bien que ça continue. Voilà. Et ça prend du temps, donc on va s'y atteler un jour ou l'autre. Mais sinon, qu'est-ce qu'on espère, c'est d'avoir plein de projets très variés. En tout cas, c'est déjà le cas. Et bravo pour cette Merci. ce beau témoignage et cette production fort intéressante. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, chers auditeurs, pour la version française. D'ici là, prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comme d'Archi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.